Alors si Madame Malgorn avait respecté l'ordre du jour, elle aurait eu les éléments de réponse aux interrogations qu'elle pose. Au-delà de l'ordre du jour, c'est d'ailleurs le règlement intérieur que tout le monde a adopté. Le règlement intérieur, tout à fait. Que tout le monde a adopté. Alors ce débat d'orientation budgétaire, au-delà du caractère obligatoire de sa tenue, 2 mois avant le vote du budget, est un moment majeur de la vie démocratique locale. Alors j'entends déjà les questions de certains. On les a déjà entendues. On les a déjà entendues. Pourquoi avoir reculé le temps de ce débat? Pourquoi, en 2016, voter le budget en mars et non en janvier comme les années passées? Et les mêmes disent « Vous n'êtes pas sérieux ». C'est ce que Malgorn vient de nous dire. À cela, je réponds. Utile était judicieux. Dans le contexte de baisse des dotations que nous connaissons, de porter au débat nos orientations budgétaires, alors même que nous n'avions pas tous les éléments pour évaluer notre niveau de recettes et de dépenses, alors même que la loi de finances, qui détermine la plupart de nos recettes, n'a été adoptée que dans les derniers jours de décembre. À ce propos, mes remerciements appuyés vont aux agents de la direction des finances pour leur engagement jusqu'au bout de l'année 2015. Engagement qui nous permet aujourd'hui de présenter des projections budgétaires fiables et sincères. Et n'en déplaise à Madame Malgorn, fin 2015, les indicateurs budgétaires sont conformes à ceux que nous avions prévus au budget primitif. Ces indicateurs sont bons. Le socle financier de la ville est solide. Les charges de fonctionnement, charges salariales comprises, n'ont progressé que de 0,9%, alors que, dans le même temps, les recettes ont faiblement augmenté, plus 0,15% au compte administratif prévisionnel de 2015. Notre épargne nette en 2015 devrait donc se situer à 9,3 millions d'euros. Nous avons pu ainsi autofinancer 41% des investissements. Investissements qui représentent 23 millions, avec entre autres les 2 chantiers emblématiques que sont la médiathèque des Capucins et l'EHPAD de Carlet-Vénèze. Preuve, s'il en est, que notre méthode est la bonne. Nos prévisions étaient à la fois prudentes et volontaristes. Nous allons donc débattre aujourd'hui à partir d'indicateurs fiables et sincères. L'enjeu du budget de 2016 et des années à venir est de préserver la santé financière de la ville de Brest alors que nos ressources diminuent. Je ne reviendrai pas sur le contexte économique et financier qui vous a été présenté en commission et détaillé dans le rapport qui vous a été transmis. Nos recettes de fonctionnement sont de 141 millions d'euros, en baisse de 0,6% par rapport au budget primitif 2015. La contribution au redressement des finances publiques se poursuit. Elle représente 2,2 millions d'euros de recettes en moins. Et si l'on regarde la période passée, de 2013 à 2016, cela aura représenté une ponction de 6 millions d'euros. En 2016, nous maintiendrons les taux des impôts ménages à leur niveau de 2015. Je le redis, nous maintiendrons les taux des impôts ménages à leur niveau de 2015. Et je vous le rappelle, ces taux ont été baissés en 2014. Et je le souligne, c'est la 7e année. C'est la 7e année que ces taux n'augmentent pas. Nos prévisions d'évolution des bases des impôts ménages sont prudentes, à plus 1,9%, tout comme nous envisageons une stabilité des recettes de la fiscalité indirecte. Une hausse de la dotation de solidarité communautaire est attendue à près de 400 000 euros. Nous devons poursuivre nos efforts de maîtrise maximale des dépenses de fonctionnement si nous voulons préserver nos capacités à investir et offrir à la population
une bonne qualité de service. La progression des charges de fonctionnement, y compris la masse salariale, sera limitée à 1%, soit de BP à BP, une progression maximale de 1,3 million d'euros. Progression plus faible que l'objectif national d'évolution de la dépense publique, qui fixe une norme indicative de 1,3% pour l'évolution des dépenses de fonctionnement des communes en 2016. Ceci en tenant compte des dépenses nouvelles générées entre autres par la gestion du site des Capucins et l'ouverture de la médiathèque en fin d'année. Dans ce cadre, l'évolution de la masse salariale hors service commun ne devra pas dépasser 1,5%, mesures nationales et locales confondues, intégrant les extensions de services. Attention, ce n'est pas toute la masse salariale de la ville. Je vous rappelle que le chapitre 12 ne représente pas la totalité des coûts salariaux de la ville, tels que précisés dans les documents qui vous ont été remis. Le remboursement à Brest Métropole de la participation de la ville au coût des services communs, très majoritairement le personnel des services ressources, sera de 18 millions d'euros, en diminution de 0,7%. Au total, en 2016, les coûts salariaux de la ville évolueront de moins de 1%. Nous poursuivons aussi l'objectif de réduire de 4% le périmètre des dépenses non contraintes par des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, c'est-à-dire les dépenses courantes et les subventions. Des collectivités font le choix d'arrêter des pans entiers de leur politique publique. Ce n'est pas notre choix. À un moment où nos concitoyens ont plus que jamais besoin de liens sociaux, nous poursuivons notre soutien aux associations, avec un mode de coopération renouvelé, en les incitant à la mutualisation de leurs moyens. Dans l'Ouest breton, l'investissement public a un rôle essentiel sur l'emploi. Il permet d'offrir des services de qualité à la population et d'amortir les effets de la crise. De 2016 à 2020, c'est plus de 83 millions qui seront investis dans le bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble est une réalité à Brest, au quotidien et dans tous les domaines. Sur la période, plus de 80% de ces crédits seront affectés à l'éducation, l'enfance, l'action associative, la jeunesse, le sport, les moyens communaux. Ce sont plus de 28 millions d'euros qui seront consacrés aux politiques de l'éducation, de l'enfance, de l'action associative et de la jeunesse. Près de 20 millions d'euros pour la politique sportive. En 2016, nos investissements s'élèveront à près de 18 millions d'euros, avec notamment plus de 3 millions d'euros pour l'achèvement de la médiathèque, 2,3 millions d'euros pour la fin de la réhabilitation-extension de l'EHPAD de Querles-les-Vénèzes, 1,4 million d'euros dans les écoles, plus de 1 million d'euros pour la rénovation de la pelouse du stade Francis Leblay. À ce sujet, d'ailleurs, je vous signale une faute de frappe dans le document, à la page 30 du document, puisque dans le document, il est noté donc un budget de 8,4 millions consacré au stade Francis Leblay sur la période. En fait, il s'agit de 7,4 millions d'euros. Et enfin, en 2016, nous verrons les premières études pour la reconstruction de la crèche de l'Europe. Le socle financier de la ville est solide. Et s'il est solide aujourd'hui, c'est bien parce que nous avons su anticiper les difficultés. L'ampleur du désendettement réalisé depuis 2011, moins 30 millions d'euros, nous autorise à recourir à l'emprunt, bien entendu de manière raisonnable, pour financer les investissements du plan de mandat. Monsieur le maire, chers collègues, nous devons toutefois rester modestes, dans un contexte où notre budget dépend beaucoup d'éléments ou de décisions qui s'imposent à nous. Dans un contexte budgétaire difficile, nous maintenons nos ambitions, nous ne renonçons pas à nos engagements, nous maîtrisons l'évolution de la dette
Nous stabilisons l'impôt. Nous tenons fermement la barre. Je vous remercie de votre attention.